L'émotion, c'est de l'information. À une certaine époque, les formations sur la gestion des émotions se multipliaient. En tant que consultante en entreprise, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, sans vraiment ressentir ce que je transmettais aux autres, même si j'avais de l'expertise technique. C'était en effet la mode de l'intelligence émotionnelle, une mode qui séduisait par son vernis théorique et ses mots savants. On y apprenait à classer, étiqueter, dompter nos émotions, comme si elles étaient des failles à corriger. Colère, tristesse, frustration, stress. Tout ce qui débordait devait être ramené à la raison. J'y ai longtemps cru. J'étais rationnelle, exigeante, disciplinée, convaincue que la maîtrise et la logique suffisaient à réussir. Puis mes enfants sont arrivés. Et avec eux, une marée d'émotions que rien ne pouvait contenir. Ce que je croyais savoir contrôler s'est mis à parler plus fort que moi. Des vagues de colère, des larmes sans raison, des élans de joie soudains. J'ai compris alors que quelque chose en moi voulait me transmettre un message, dans une langue que je n'avais jamais vraiment écoutée. C'est en explorant, en lisant, en questionnant que j'ai découvert cette idée révolutionnaire. Nos émotions ne sont pas des problèmes, mais un système de guidage intérieur. Un GPS connecté à l'intelligence universelle bien plus vaste que l'être humain. Un GPS qui nous indique à chaque instant si nous sommes en accord ou en décalage avec notre nature profonde et notre meilleure destinée. Si vous utilisez le GPS pour vous déplacer, aller d'un endroit à un autre, vous pouvez parfaitement visualiser l'image du GPS universel présent partout et connecté au cœur de chacun d'entre nous. C'était donc il y a une dizaine d'années, et c'était le thème central de mon livre « Écoutez vos émotions, c'est votre GPS » paru en 2015. Je vous conseille d'ailleurs de le lire avant de lire ce livre, afin d'avoir une compréhension globale de la théorie du GPS. Mais ce que je n'avais pas encore saisi à l'époque, c'est que ce GPS émotionnel ne se limite pas à l'instant présent. En effet, chaque émotion transporte une information, une trace du passé, souvent issue d'expériences vécues ou héritées, parfois depuis des générations. Cette mémoire vivante, lorsqu'elle n'est pas reconnue, continue d'émettre sa fréquence en nous. Elle conditionne nos choix, nos réactions, nos attirances, et façonne silencieusement les scénarios de notre vie. Autrement dit, une émotion forte n'est pas juste une réaction. C'est une vibration mémorielle qui contient et transmet le souvenir d'un ancien déséquilibre, ou d'un traumatisme, une blessure. Bref, la trace d'un événement à charge émotionnelle élevée. Et les choses ne s'arrêtent pas là. La charge émotionnelle, c'est aussi la semence d'un futur possible. Vous comprenez peut-être mieux maintenant la signification de la photo de couverture de ce livre. Chacun d'entre nous arrive au monde collé à une toile d'araignée, ligoté par des filaments invisibles qui le lient à un peuple, une culture, une famille, une histoire, une lignée d'ancêtres ayant vécu tel ou tels événements et épreuves ou joies de la vie. Bien plus des épreuves d'ailleurs que des joies, car malheureusement la charge émotionnelle la plus forte est souvent celle de la souffrance. Et chacun d'entre nous va évoluer, à sa manière, sur cette toile de filaments émotionnels invisibles, mais tellement réels, tellement puissants et palpables dans la vie réelle. Chacun va se focaliser sur certains filaments et pas d'autres, ainsi renforcer certaines émotions et pas d'autres. Au fur et à mesure de ses choix de vie au quotidien, et ainsi continuer sur la même toile de naissance, aller sur d'autres toiles, déjà existantes, ou en tisser de nouvelles. Rappelez-vous ces spectacles au cirque, le jongleur qui saute d'une corde à une autre, des cordes qui se balancent dans le vide, rattachées au plafond. Eh bien, chacun d'entre nous est un jongleur émotionnel. Mais la plupart sont complètement inconscients de ce qu'ils font, ils s'attachent à des filaments, à des cordes, à des univers entiers, sans conscience. Et ils se demandent pourquoi. Pourquoi j'ai cette vie? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de blocages? Ne sachant pas qu'ils se sont attachés, ligotés eux-mêmes, à ces univers émotionnels de souffrance et de blocage. J'ai compris au fur et à mesure de mes recherches et mes lectures que ce que nous ressentons aujourd'hui, c'est d'abord la traduction d'un ancien signal, encore actif dans nos cellules. Et ce même signal, si nous le nourrissons, deviendra la matière première de notre avenir. C'est tout cela que j'explore dans ce livre. L'émotion comme information venant du passé et comme pilote de l'avenir. Une information vivante qui nous raconte la mémoire et qui tisse l'avenir. Chapitre 1. L'émotion comme mémoire vivante. Dans ce premier chapitre, nous allons essayer de comprendre l'origine des émotions fortes, des tempêtes émotionnelles qui nous tombent parfois littéralement sur la tête et qui sont dévastatrices. Et je vais prendre beaucoup d'exemples réels dans ce livre.
Il est en effet essentiel de comprendre la dynamique émotionnelle en lien avec le réel, pour éviter de rester dans un nuage théorique et des principes standards, comme ceux de l'intelligence émotionnelle dans les sphères, très carrées, du management d'entreprise. Commençons. Nos émotions ne surgissent jamais du vide. Elles sont le miroir d'expériences passées, souvent oubliées, parfois à peine conscientes. Quand nous ressentons une peur irrationnelle, une colère incontrôlable, un sentiment d'humiliation ou une tristesse inexpliquée, il est probable que nous puisons dans un réservoir bien plus ancien que le présent immédiat, c'est-à-dire les déterminants de la situation présente. Ces émotions sont en réalité des traces de mémoire, des souvenirs encodés dans le corps, la génétique et l'âme. Le corps et l'âme étant en dialogue constant. Remontons à l'origine de la vie, avant même la naissance, dans le ventre de la mère. Section 1. Le fœtus. Un observateur silencieux dès le ventre maternel. Dès le tout début de notre existence, avant de naître, nous sommes déjà plongés dans un monde d'émotions et de sensations. Ces émotions sont les premières empreintes de ce que l'on pourrait appeler notre mémoire vivante. La vie commence dans un espace de protection, mais aussi de transmission subtile. Le fœtus n'est pas un simple récepteur passif. Il écoute, ressent, capte. À partir du 2e trimestre de grossesse, son système auditif est suffisamment mature pour percevoir la voix de sa mère, les battements de son cœur, sa respiration et certains sons environnants. Des recherches pionnières sur la stimulation prénatale montrent que le fœtus peut mémoriser et reconnaître des sons entendus dans l'utérus. Dans une étude, des mères ont répété 2 fois par jour des rimes ou des poèmes au dernier trimestre. À la naissance, les bébés reconnaissaient ces sons. Ils bougeaient différemment, manifestaient de l'intérêt ou du calme, selon qu'ils avaient entendu ces rimes ou non. C'est une preuve que la mémoire commence avant même notre premier souffle, s'inscrivant profondément dans notre corps et notre psyché. Ces émotions vécues par la mère et par conséquent par le fœtus capturent le passé, familial, ancestral, prénatal, et deviennent l'émotion pilote, le fil invisible qui guide nos réactions, nos choix, et parfois nos tempêtes émotionnelles. Cela me fait penser à une amie qui a toujours des problèmes au travail. Elle a d'ailleurs changé de travail plusieurs fois, et comme par hasard, à chaque fois, elle dit que le problème vient des autres. Tel collègue l'a humiliée avec ses mots blessants, ou tel client lui a manqué de respect, ou tel patron l'a traité comme une minable, mot qu'elle utilise souvent. Bien sûr, des situations comme ça sont fréquentes, cela peut arriver à tout le monde. Mais quand c'est répétitif, et surtout quand la charge émotionnelle est forte, disproportionnée par rapport à la situation, il faut se poser des questions. C'est justement ce que j'ai essayé d'expliquer à cette amie, qui m'a contacté un beau matin en larmes, en me disant « Ça y est, je vais partir, je ne suis pas à ma place ici, personne ne me respecte, c'est incroyable ». Connaissant son histoire personnelle et familiale, j'ai essayé de l'inviter à réfléchir aux ressemblances entre ce qu'a vécu sa mère, divorcée tôt et pratiquement abandonnée par un mari irrespectueux et irresponsable, ayant ramé pour élever seule sa fille, plusieurs petits boulots où elle était mal payée, alors qu'elle avait un diplôme universitaire, donc un sentiment de manque de respect récurrent. Mais cette amie s'est fermée. Elle ne voulait pas voir la ressemblance. Elle a une très mauvaise relation à sa mère, qu'elle ne voit presque plus, et ne veut surtout pas lui ressembler. Mais voilà, des cordes invisibles nous relient à nos parents, nos ancêtres, ou certaines personnes, avec lesquelles il y a eu un échange émotionnel intense. Cet échange imprime quelque chose dans nos cellules, et ce quelque chose émet une vibration invisible mais tenace, qui attire des situations similaires sans cesse. On peut dire que c'est le revers de la médaille de la loi d'attraction, souvent mal comprise par ailleurs. En réalité, honnête tout le temps en train de vibrer à certaines fréquences, reflétant nos mémoires émotionnelles, et d'attirer ainsi des situations particulières dans notre vie. C'est assez facile à déceler quand il s'agit d'événements récents, c'est bien plus difficile quand il s'agit d'un vécu prénatal. Abordons plus en détail l'aspect physique ou physiologique de cette mémoire. Une autre étude montre que le stress chronique maternel influe sur le rythme cardiaque du fœtus. Cette signature physiologique, très tangible donc, prépare l'enfant à réagir plus intensément aux émotions provoquant du stress, de l'anxiété ou de la peur, même des années plus tard. En d'autres termes, l'émotion pilote s'installe très tôt, nourrie par ce que la mère vit, ressent et capte. Ce que la mère vit émotionnellement, tension, angoisse, peur, climat familial toxique, s'imprime dans le corps de l'enfant. Ces premières empreintes qui s'installent avant même la naissance contribuent à la création de l'émotion pilote,
qui orientera plus tard les réactions affectives de cet enfant. Autant dire toute sa vie émotionnelle, toutes ses relations. Pour résumer, retenons que la mémoire vivante ne commence pas seulement avec les expériences conscientes. Elle est déjà présente avant la naissance. Après la naissance, le façonnement émotionnel de l'enfant par son environnement continue. Durant l'enfance, nous vivons en permanence des situations qui impriment notre psyché et notre corps. Chacun d'entre nous se rappelle de ces moments importants qui ont marqué sa vie. Un mot dur, un regard de rejet, une séparation, bref, un événement traumatisant qui va laisser une empreinte profonde. Même lorsque nous avons oublié consciemment ces événements, notre corps et nos réactions émotionnelles se souviennent. Et ces mémoires influencent nos choix, nos peurs et nos comportements futurs de manière insidieuse. Aujourd'hui, les neurosciences modernes confirment ce que la psychologie clinique suggérait depuis longtemps. Le stress prénatal modifie le développement cérébral et émotionnel. Les enfants exposés à un stress maternel élevé peuvent présenter des réponses altérées au stress, des fonctions cognitives différentes et un risque accru de troubles comme l'anxiété ou le TDAH. Personnellement, je me souviens de moments où des vagues de colère surgissaient dans des situations relativement anodines. Ce n'était pas le présent qui me touchait, mais un passé ancien, souvent lié à des blessures que je n'avais pas digérées et qui refaisaient surface comme les vagues de la mer. Beaucoup de mes amis ont vécu des expériences similaires, des pleurs soudains pour des situations qui, rationnellement, ne justifient pas cette intensité émotionnelle. Clairement, les émotions fortes ou les montées émotionnelles sont juste la pointe de l'iceberg. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet du conditionnement émotionnel durant l'enfance, et même avant la naissance, je vous conseille les livres de Boris Cyrulnik, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qui a développé le concept de résilience, notamment chez les enfants. La résilience, c'est cette malléabilité cognitive et émotionnelle souvent élevée chez les enfants. Ils sont capables d'oublier et de rire, courir, passer à autre chose très rapidement. Mais dans beaucoup de cas, le traumatisme persiste et peut impacter toute la vie d'une personne, en tirant les ficelles dans les coulisses. Dans la section suivante, je vous emmène encore plus loin dans le passé, plus loin que le ventre maternel, afin d'explorer encore plus les racines de vos tempêtes émotionnelles. Transmission transgénérationnelle, secret, traumatisme et non-dit. Le marquage émotionnel ne commence pas dans le ventre maternel. Il remonte à plus loin dans la famille. Tout est imprimé, tout est mémorisé. Nos émotions peuvent hériter de mémoires familiales et ancestrales, souvent invisibles, oubliées, mais puissantes dans leur capacité à piloter nos vies. C'est ce que des chercheurs et psychanalystes ont étudié sous l'angle de la psychologie transgénérationnelle. Maria Tereuc et Nicolas Abraham ont mis en lumière l'impact des secrets familiaux et du deuil pathologique. Ils montrent comment des traumatismes anciens, non résolus et tus, peuvent se transmettre à travers les générations. Ces voiles invisibles se manifestent sous forme d'angoisse, de dépression ou encore d'ambivalence identitaire, sans que la personne ait vécu directement ces événements. Wamgde Volkan, quant à lui, a étudié la transmission des traumatismes collectifs et sociaux. Il décrit les Chosen traumas, ou traumatismes choisis, des événements ancestraux, souvent marquants pour l'identité familiale ou sociale, qui se réactivent chez les descendants. Il parle également des linking phenomena, ces liens émotionnels qui connectent les individus à des histoires passées, créant des comportements ou réactions qui semblent inexplicables au premier regard. Ce monsieur est considéré comme l'un des fondateurs de la psychologie politique et a développé des théories pour comprendre les dynamiques psychologiques transgénérationnelles chez les groupes, traumatismes partagés ou création d'ennemis, qui sous-tendent les conflits internationaux et ethniques. Si le sujet vous intéresse, allez jeter un coup d'œil sur ses travaux sur Internet. Cela permet de comprendre les origines traumatiques des conflits internationaux qui se transmettent de génération en génération. Il y a aussi le travail de Noémie Horvotot, qui illustre comment les peurs, la perte ou les traumatismes vécus par nos ancêtres peuvent ressurgir chez nous, même si nous ignorons ces histoires. Une peur intense, un sentiment d'angoisse ou de perte peut ainsi être le reflet d'une mémoire ancestrale qui s'exprime aujourd'hui. De même, Joy de Gruilieri, avec son concept de post-traumatic slave syndrome, souligne comment les traumatismes liés à l'esclavage et aux discriminations persistent émotionnellement dans les communautés descendantes. Anne-Ancelin Schutzenberger, avec son best-seller Haïm mes aïeux, Didier Dumas, Alphonse Allais, Elisabeth Darchis, Salomon Selam, Pierre Rameau. Il y a tellement d'auteurs et de livres qui parlent de la transmission intergénérationnelle des nœuds,
J'ai cité quelques exemples de travaux afin de convaincre les lecteurs les plus sceptiques, avec des recherches touchant des milliers de personnes à travers la planète. Vous pouvez aller sur Internet afin de trouver une quantité incroyable d'informations. Personnellement, j'ai eu le déclic avec le livre de Noël Lamy, L'alchimie de l'arbre. Il y a aussi une série télévisée qui s'appelle Les chemins de l'olivier qui a beaucoup contribué à la prise de conscience du grand public de ce sujet. Je vais raconter maintenant quelques exemples dans mon entourage immédiat, et je suis certaine que vous avez également rencontré beaucoup de situations analogues dans votre entourage. Il suffit de prendre le temps d'observer et de questionner ce qui nous arrive, pour nous apercevoir des enjeux cachés derrière des situations en apparence illogiques, inexpliquées. Par exemple, j'ai connu une amie qui ressentait une peur intense de perdre ses enfants. Même quand tout allait bien, elle s'inquiétait constamment pour leur santé, elle allait chez le médecin, elle demandait des analyses, etc. En discutant avec elle, il est devenu clair que cette peur venait de récits familiaux de décès précoces. Une mémoire inconsciente avait été imprimée dans son corps et son esprit. Je me souviens aussi d'une amie de fac, une femme très ambitieuse, mais qui, à chaque réussite tombait malade, ressentait une tempête émotionnelle incompréhensible, ne parvenait plus à parler en public, ressentait un malaise et une culpabilité écrasante, etc. En apprenant son histoire familiale, j'ai compris que ces émotions venaient de sacrifices anciens, de privations ressenties par les femmes de sa famille, portant des messages implicites du type « Une femme qui réussit sur le plan professionnel ne peut pas être une bonne mère, ne peut pas avoir une vie familiale équilibrée ou une bonne relation de couple. » J'ai aussi eu un ami très sensible au jugement et à la critique. Il était très compétent dans son domaine, mais avec toujours une peur bleue des questions de ses collègues pendant les réunions, par exemple. Même sans raison objective, il ressentait une peur et une gêne intense. En parlant avec lui, j'ai découvert que cette peur renvoie à un sentiment de honte sociale qui venait d'une éducation très stricte, de discipline sévère et de traumatismes familiaux liés à l'honneur et à la réputation. Enfin, je me rappelle d'une amie qui paniquait dès l'arrivée de l'été, notamment quand on lui proposait d'aller se baigner. On habitait près de la plage et on y allait souvent. Mais elle était tellement gênée et avait constamment peur de l'eau, peur de la noyade. Cette réaction disproportionnée semblait étrange, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle reflétait des traumatismes familiaux anciens, transmis à travers des récits de noyade, des phobies de l'eau, inscrits dans le corps par des mécanismes épigénétiques. Dans chacun de ces cas, j'ai pu constater à quel point l'émotion tire des fils invisibles depuis le passé pour orienter nos réactions dans le présent. L'épigénétique apporte une dimension biologique à la mémoire transgénérationnelle. Les traumatismes et le stress peuvent réellement modifier l'expression des gènes. Ces modifications peuvent se transmettre aux générations suivantes, créant ce que certains auteurs appellent la mémoire cellulaire ou mémoire biologique. Cela me semble très logique. Il suffit d'observer un tronc d'arbre qui vient d'être coupé, on voit alors une infinité de cercles de différentes couleurs et nuances, chacun reflétant une saison, une sécheresse, une tempête, etc. Tout est inscrit sur le tronc de l'arbre. La notion de mémoire est intrinsèquement liée à la vie. Une cellule qui se divise transmet son patrimoine génétique aux nouvelles cellules, et ainsi de suite. Il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement pour les mémoires émotionnelles, et toute la sphère psychologique. Section 3. Mémoire fondatrice et émotion pilote. Mémoire fondatrice peut être décrite comme un assemblage de mémoires prénatales, de traumatismes familiaux non résolus et de traumatismes ancestraux. Cette mémoire fonctionne comme un disque dur invisible, enregistrant des programmes émotionnels, peur, manque, honte, colère. L'émotion pilote en est la manifestation active. Elle est l'émotion profonde qui oriente nos choix, nos décisions et souvent nos réactions disproportionnées. Par exemple, une peur de manquer d'argent peut être l'héritage émotionnel d'un ancêtre ayant vécu la misère, même si la personne vit dans l'abondance. Les tempêtes émotionnelles sont la surface visible de cette mémoire, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg. Les moments où l'on se sent submergé par des émotions fortes, peur, colère, tristesse, révèlent une mémoire, des émotions anciennes qui ressurgissent pour être accueillies et transformées. Car justement, et c'est la bonne nouvelle par rapport à tout ce qui précède, le passé ne nous détermine pas de façon définitive. Les mémoires vivantes, inscrites dans nos cellules et nos émotions, peuvent très bien être transformées, annulées, reprogrammées. Pour cela, il faut les accueillir avec conscience. C'est le but de ce livre. On peut dire que chaque émotion, chaque mémoire, est une porte vers une meilleure connaissance de soi, et vers la capacité de choisir, de réagir et de vivre avec plus de liberté.
Le passé devient alors un allié, non un juge, et la mémoire vivante une lumière guidant nos pas dans la construction de notre futur. Chaque émotion porte donc un message. Elle n'est pas seulement un signe de fragilité ou de réaction disproportionnée, mais un indicateur de mémoire à reconnaître et à libérer. Colère, peur, tristesse ou euphorie. Toutes sont des vibrations qui nous reconnectent à des épisodes non digérés, qu'ils soient personnels ou hérités. Reconnaître ces émotions, les accueillir et chercher à comprendre leur origine, c'est commencer à reprendre le contrôle de sa trajectoire émotionnelle, fil des années. J'ai moi-même constaté à quel point ces vagues émotionnelles revenaient dans ma vie, parfois avec une intensité qui semblait disproportionnée, jusqu'à ce que je comprenne qu'elles étaient des répétitions, des échos de traumatismes passés. Cette compréhension permet de les observer avec moins de peur et plus de conscience, et de transformer la mémoire en guide plutôt qu'en prison. Il y a plusieurs pistes pour y arriver. Par exemple, l'hypnose. Section 4. L'hypnose. Se reconnecter à soi. L'hypnose thérapeutique, en particulier l'hypnose ericksonienne et la psychothérapie du trauma réassociative, PTR, développée par Gérald Brazin, offre une approche puissante pour se reconnecter aux mémoires anciennes et les libérer. Ces méthodes permettent d'accéder à l'inconscient familial, de dénouer les nœuds émotionnels et de libérer les blocages liés au traumatisme transgénérationnel. Sous hypnose, le thérapeute guide la personne à revivre des événements passés, parfois oubliés, qui ont laissé une empreinte émotionnelle. Ce processus permet de couper le fil invisible qui relie l'individu aux souffrances de ses ancêtres, en transformant la mémoire traumatique en une source de guérison et de compréhension. Par exemple, une personne ayant grandi dans une famille marquée par la guerre a pu, grâce à l'hypnose, revivre des scènes de privation et de peur vécues par ses ancêtres. Cette prise de conscience lui a permis de comprendre et de libérer les peurs irrationnelles qu'elle portait inconsciemment, liées à la famine et à l'insécurité, et ainsi en finir avec la boulimie dont elle souffrait depuis des années. C'est indéniable. L'hypnose offre une voie d'accès direct aux mémoires enfouies, permettant de couper le fil invisible des traumatismes transgénérationnels et de se libérer de l'histoire émotionnelle familiale. Section 5. L'auto-hypnose, mon parcours personnel. Personnellement, je n'ai jamais consulté un thérapeute spécialisé en hypnose. J'ai toujours exploré le chemin de l'auto-hypnose par moi-même, poussé par une curiosité profonde pour le fonctionnement de l'esprit humain. Au fil de mes lectures, j'ai découvert l'univers fascinant des ondes cérébrales et leur rôle précis dans nos états de conscience. J'ai appris que nos ondes bêta, rapides et liées à la concentration et à l'action, peuvent céder la place aux ondes alpha, plus lentes, propices à la relaxation et à la créativité. Les ondes θ, encore plus profondes, nous connectent directement à l'inconscient et aux ressources intérieures. Tandis que les ondes gamma, ultra rapides, favorisent les moments d'intuition et de connexion subtile à ce que certains appellent des guides ou des entités bienveillantes. C'est grâce à cette compréhension que j'ai commencé à pratiquer l'auto-hypnose régulièrement, surtout lors des turbulences de la vie, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de santé ou de relations difficiles. En entrant dans un état de relaxation profonde, je pouvais observer et accueillir sereinement mes émotions, observer mes propres tensions corporelles liées aux émotions et peu à peu, lâcher prise. Vous pouvez vous aussi pratiquer l'auto-hypnose ou la sophrologie, qui est une approche psychocorporelle similaire grâce à des tutoriels sur YouTube par exemple. Un thérapeute spécialisé peut certainement vous aider, vous guider, mais c'est vous qui faites le travail, pas lui. Alors si vous vous sentez capable d'entrer en relaxation profonde et de contacter vos douleurs et vos émotions profondes par vous-même, je vous encourage à le faire. Vous deviendrez vraiment autonome, pilote de votre avion émotionnel, pilote de votre vie. Le plus important, c'est la volonté et l'intention, c'est-à-dire l'intention de contacter cette partie sombre et profonde à l'intérieur de vous, la boîte noire de l'avion qui est en train de le diriger en pilote automatique. Une fois que vous touchez à cette partie, cette boîte noire, c'est presque déjà gagné, car la reprogrammation mentale, émotionnelle, cellulaire se fera presque d'elle-même. Lire Carl Gustav Jung peut beaucoup vous aider à comprendre les dessous de l'inconscient et à saisir ce processus d'individuation, à réussir à donner naissance aux papillons qui sommeillent dans la chenille. Il peut aussi vous conseiller le livre La boîte de Pandore de Bernard Werber, un roman qui ouvrira certainement beaucoup de portes dans votre esprit. Personnellement, dans ces états de relaxation profonde et de conscience modifiée, j'ai souvent ressenti ce que j'appelle la présence des anges. Ces entités bienveillantes qui semblent guider nos choix, apaiser nos peurs ou nous inspirer dans les moments de doute. C'est aussi dans cet état que je peux travailler, écrire, dans un état de fluidité, de flux,
le fameux flow, où l'on reçoit des vagues d'inspiration qui se traduisent, pour certains, en livres, pour d'autres en partitions musicales, et pour d'autres encore en équations ou découvertes scientifiques. Cette exploration de l'univers des ondes cérébrales a tellement nourri mon imagination et ma sensibilité que j'ai écrit mon roman Histoire d'ange. Ce livre a rencontré un succès considérable, car il parle de l'intervention subtile des anges dans nos vies, de la manière dont ils nous accompagnent et nous guident quand nous nous accordons à certaines ondes cérébrales ou à certains états de conscience. Ce roman est en quelque sorte le reflet de mon voyage intérieur, une tentative de se relier à ces dimensions plus fines de notre existence, où chaque expérience difficile revêt du sens, devient un pas vers la liberté et la lumière intérieure. Section 6. Les activités artistiques. Il est important de rappeler que l'hypnose n'est pas la seule voie pour explorer les mémoires traumatiques susceptibles d'alimenter nos montées émotionnelles. Ce qui fait la force de l'hypnose, c'est sa capacité à nous reconnecter à notre inconscient, cette partie de notre esprit qui échappe à notre contrôle volontaire. Certains la relient au cerveau droit, le siège de l'intuition. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que toutes les activités relevant de cette sphère intuitive, musique, danse, chant, céramique, dessin, cuisine ou toute autre activité pratique créative, jouent un rôle majeur pour appuyer sur pause face aux débordements émotionnels qui nous échappent. En s'éloignant des approches analytiques, linéaires et purement rationnelles du cerveau gauche, on ouvre une porte qui permet à l'information inconsciente de remonter doucement à la surface. Mais je dois souligner que ces démarches ne permettent pas systématiquement de comprendre l'origine précise du traumatisme, qu'il ait été vécu par un ancêtre ou inscrit dans notre histoire familiale. Elles permettent surtout d'apaiser, d'adoucir la vague de la mémoire qui cherche à s'exprimer. Et c'est en réalité le plus important. En fin de compte, apaiser une émotion, même sans en connaître la source, est la chose la plus importante. D'ailleurs, parfois, la personne n'est pas prête. Elle n'est tout simplement pas prête à remonter à l'origine de ses charges émotionnelles, origine qui peut être assez choquante ou perturbante par rapport au chemin de vie actuel. Exemple typique, attention, âme sensible s'abstenir. On n'a pas forcément envie de savoir que telle maladie de la peau cache une trace mémorielle qui remonte à un ancêtre lointain ayant péri brûlé pendant la guerre, ou que telle maladie de l'utérus est en lien avec toutes sortes de violences sexuelles subies par les femmes, comme l'explique Eckhart Tolle dans ses livres. Apaiser la mémoire émotionnelle, c'est vraiment tout ce qui compte. C'est un peu comme s'asseoir au bord de la mer, laisser les vagues venir et repartir en douceur, les accueillir au lieu de lutter contre elles. S'opposer ou se battre contre une vague, ce n'est pas très intelligent quand même. C'est prendre le risque de se blesser, voire de se noyer. Accueillir et accompagner la vague, c'est lâcher le contrôle et se laisser porter, flotter, devenir sans poids. C'est déjà guérir. Je vous invite à présent à une investigation plus approfondie de ce fil invisible que représente notre émotion pilote. Un fil qui nous maintient collés à une ligne de vie plutôt qu'à une autre. Quoi ? Vous n'avez jamais entendu parler des lignes de vie ? Alors suivez-moi. C'est passionnant et tellement juste. Chapitre 2 Les lignes de vie. J'ai une amie enseignante qui adore les élèves et adore son travail, mais qui se retrouve régulièrement confrontée à des situations conflictuelles d'un genre particulier, sans comprendre le fondement énergétique de ce qui lui arrive. Comme beaucoup de personnes, elle pense que c'est le métier d'enseignant qui devient si difficile à l'époque de l'Instagram et ses influenceurs, que l'enseignant est une victime silencieuse du système, une victime invisible, constamment dévalorisée et autres croyances qui sont très répandues dans ce milieu. Bien sûr, il y a beaucoup de vrai dans cela. Le tsunami des réseaux sociaux a bouleversé le paysage éducatif et toute la société d'ailleurs. Je ne dis pas l'inverse. Mais, et c'est un point assez délicat, les situations que chacun d'entre nous rencontre de manière répétée reflètent d'abord une dynamique énergétique intérieure. C'est ce que j'espère pouvoir expliquer dans les lignes qui suivent, et peut-être aider cette amie à se libérer de certaines émotions pilotes qui l'accompagnent et tracent son chemin, de manière totalement inconsciente. Bref, elle a toujours des conflits avec les élèves, également l'administration. Par exemple, les élèves éclatent de rire sans raison. Elle croit alors qu'ils sont en train de se moquer d'elle, et quand elle va se plaindre à l'administration, on ne la prend pas au sérieux, on ne lui donne pas raison. Alors elle décide de faire un rapport, porter plainte, et à chaque fois c'est un cercle vicieux qui reprend encore et encore. Elle se retrouve à chaque fois épuisée, émotionnellement vidée. Elle n'a plus envie de travailler, elle ne sait pas pourquoi ça lui arrive, et cela me fait vraiment de la peine. Une personne qui s'énerve systématiquement ou qui nourrit des rancunes envers quelque chose se retrouve souvent dans des contextes conflictuels ou frustrants, sans comprendre pourquoi.
Je pose donc le cadre de ce chapitre sur les lignes de vie, avec cet exemple concret de mon amie enseignante. Gardez-le en tête et suivez mon raisonnement. Chaque émotion intense agit comme un levier, un bouton sur le tableau de bord du pilote de ligne, qui va diriger l'avion dans une direction particulière, c'est-à-dire qui va nous attirer dans une ligne de vie bien particulière. Voilà en résumé ce que nous allons explorer dans ce chapitre. Section l'espace des variations. La carte invisible de tous les possibles. Imaginons un vaste océan invisible, un espace sans limite où existent toutes les versions possibles de chaque événement, de chaque vie, de chaque choix. Cet océan, Vadim Zeland l'appelle l'espace des variations. C'est une sorte de champ quantique qui contient toutes les potentialités de ce que nous pouvons vivre. C'est comme une forêt immense, tout y est déjà présent, comme un immense réseau de chemins possibles, attendant simplement que notre conscience s'y connecte, que le randonneur trouve le chemin. On pourrait aussi comparer cet océan à une immense toile d'araignée, où chaque fil représente une version différente d'un même événement. Sur un fil, vous réussissez un projet, sur un autre, ça échoue. Sur un fil, vous vivez dans la joie, sur un autre, vous vivez dans la peur ou la colère. Ces fils existent tous, simultanément. Ce qui change, c'est le fil de la toile sur lequel vous avancez à cet instant. Mais alors, qu'est-ce qui détermine sur quel fil nous avançons ? Ce n'est pas le hasard, ni seulement nos pensées rationnelles. C'est avant tout notre émotion pilote, c'est-à-dire ce ressenti profond, souvent inconscient, qui agit comme un signal de navigation intérieure. On peut dire que l'intensité de l'émotion, c'est ce qui donne le carburant qui va propulser l'avion dans une direction donnée. La pensée, ou l'ensemble des pensées et croyances cultivées par une personne sont importantes dans une certaine mesure. C'est la ligne tracée sur le sol et que l'avion suit pour décoller. Mais pas de décollage sans carburant, sans émotion. Voilà pourquoi on dit aux gens dans les séminaires de développement personnel sur la loi de l'attraction qu'il faut vivre, émotionnellement parlant, l'objectif ou l'état qu'ils veulent atteindre. Donc concrètement, si vous voulez quitter le pays et trouver du travail ailleurs, si votre émotion pilote c'est la haine de votre pays, eh bien vous renforcez votre lien avec ce pays et vous ne pourrez jamais le quitter, même si vous envoyez des mails pour chercher du travail à l'étranger tous les jours. L'émotion est aveugle, elle n'a pas de valeur humaine. Elle agit comme un aimant, sans conscience, sans éthique. Concrètement, quand notre émotion pilote est la peur, le manque ou la colère, nous sommes attirés par des lignes de vie où ces émotions dominent. À l'inverse, lorsque nous vibrons la confiance, la gratitude ou la paix, nous nous connectons à des lignes de vie où ces états intérieurs se reflètent dans notre réalité. Recherche d'un nouveau travail, envie de rompre une relation toxique, envie de lancer un projet et réussir dans le business. Peu importe la situation. Si vous pensez toujours au pire, si vous avez constamment peur de ne pas réussir, de survivre à la rupture amoureuse, etc. Si vous êtes constamment en colère contre votre ex, contre votre ancien patron, contre l'économie qui va mal, etc. Eh bien vous renforcez inconsciemment votre ancrage dans la ligne de vie actuelle. C'est comme une personne en train de se noyer. Au lieu de se calmer, de lâcher prise pour flotter sur l'eau, elle continue de se battre contre les vagues en faisant des mouvements brusques, et c'est précisément cela qui va précipiter la noyade. Autrement dit, dans l'espace des variations ou des possibles, tout est déjà là, les chemins heureux comme les chemins douloureux. Et notre mission est de choisir consciemment les chemins que nous souhaitons parcourir, en modifiant notre vibration émotionnelle. Mais quand même, me diriez-vous, comment accepter l'idée que toute une trajectoire de vie se dessine en fonction d'une ou plusieurs émotions ? Quelle importance des décisions rationnelles que nous prenons, ou de l'effort que nous faisons pour réussir un projet par exemple ? Ça compte aussi, non ? Très bonne question. L'effort compte, les décisions rationnelles comptent, tout est pondéré comme dans une équation mathématique sophistiquée, mais le facteur de pondération le plus important est... Oui, vous l'aurez deviné, c'est l'émotion pilote, c'est le carburant de l'avion, rappelez-vous. Sans carburant, même si l'avion dispose d'un très bon pilote, même si la trajectoire est là, on ne peut pas bouger sans carburant, on ne peut rien faire sans carburant. Comment nos émotions tracent notre trajectoire de vie ? Zeland est une référence mondiale sur la question des lignes de vie. Selon lui, les lignes de vie, ou life tracks, sont ces suites de variations, ou événements, rencontres, possibilités, qui s'enchaînent logiquement entre elles, formant une trajectoire cohérente. Une ligne de vie, c'est un peu comme un film que l'on déroule. Chaque scène découle naturellement de la précédente, selon une certaine tonalité énergétique.
Par exemple, une personne qui vit dans la méfiance et l'inquiétude attire naturellement des situations qui confirment ses peurs. Imprévus, malentendus, blocages. C'est comme si son émotion pilote, la peur, devenait un aimant qui attire à elle les images correspondantes de ce film. À l'inverse, une personne habitée par la confiance et la joie attire spontanément des coïncidences favorables, des rencontres heureuses, des solutions inattendues. On pourrait dire que l'état émotionnel est le code d'accès à une ligne de vie particulière. Chaque fois que nous changeons notre émotion dominante, nous changeons de fréquence, et donc de ligne de vie. C'est pourquoi, même dans une situation difficile, si nous parvenons à cultiver la paix intérieure, la gratitude ou la foi, nous pouvons basculer progressivement vers une autre ligne de vie, plus fluide, plus légère. Cela ne se fait pas forcément du jour au lendemain, mais c'est un mouvement réel, énergétique et subtil, comme si l'on déplaçait notre regard vers une autre scène du film, une autre séquence de notre histoire. L'émotion pilote agit alors comme le fil invisible qui nous guide dans ce grand tissage de la réalité. Elle est à la fois notre boussole et notre levier de transformation. Quand on la comprend, on cesse de se battre contre la vie. On commence à danser avec elle. Mais quand on ne comprend pas la force de l'émotion qui nous pilote, on risque de souffrir. J'ai une amie qui traverse une période très difficile. Son père est mourant, il a plusieurs problèmes de santé, il est alité, souffre de démence sénile régulièrement, est devenu aveugle à la fin de ses jours, mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'il vit aujourd'hui isolé dans sa propre maison, dans des conditions indignes, entouré d'une famille qui ne voit en lui qu'un patrimoine à récupérer. Sa fille, témoin fidèle, assiste impuissante à ce naufrage. Elle voudrait l'aider, le soulager, le protéger, mais elle est rejetée chaque fois qu'elle s'approche. Alors pourquoi un être humain traverse-t-il une telle souffrance à la fin de sa vie ? Dans la perspective émotionnelle et spirituelle que nous explorons dans ce livre, il existe une lecture possible, celle d'un détachement émotionnel profond. En effet, nous sommes tous reliés par des cordes invisibles, des liens émotionnels si puissants qui orientent nos comportements, nos relations, nos blessures, et même nos futures incarnations. Et tant que ces liens ne sont pas transformés, clarifiés ou libérés, ils continuent de nous attacher aux mêmes dynamiques, aux mêmes âmes, aux mêmes schémas de vie qui se répètent incarnation après incarnation. Ainsi, on peut comprendre que ce vieil homme, malgré la douleur, ou peut-être à travers la douleur, est en train de couper ces liens qui l'ont retenu toute sa vie dans cette famille toxique. Les liens toxiques ne se défont pas toujours dans la douceur. Parfois, la douleur est nécessaire, salvatrice, éducatrice, comme la douleur qu'on ressent si on approche son doigt du feu et qu'on le retire très vite, dans un réflexe de survie. Quand on voit le vrai visage de certaines personnes, quand on ressent cela dans sa chair, alors on lâche prise définitivement. On lâche la corde qui nous attachait à ces personnes. Ainsi, cette souffrance, aussi injuste semble-t-elle, est du point de vue de l'âme nécessaire pour une bonne prise de conscience, une grande libération et la rupture définitive de certains liens et contrats d'âme. Je suis convaincue que rien n'arrive au hasard, et quand je vois l'extrême complexité du monde physique et des lois naturelles qui le régissent, je me dis qu'il doit y avoir une explication logique à la souffrance. Et celle-ci me semble très logique, dans la perspective du tissage émotionnel qui forme la tapisserie de fond de nos vies. Une tapisserie invisible, comme les lignes telluriques invisibles à nos yeux, mais bel et bien réelle, suivie d'ailleurs par les oiseaux migrateurs chaque année, sur des milliers de kilomètres, en toute précision. Passons à présent à un autre concept fondamental de ce tissage émotionnel. Section 3, les pendules. Ces forces qui capturent notre attention. Il existe des forces collectives, invisibles, qui perturbent notre alignement intérieur. Zélan les appelle les pendules. Ce sont des structures énergétiques qui se nourrissent de notre attention et de nos émotions. Chaque groupe humain, qu'il s'agisse d'un parti politique, d'une marque, d'un mouvement religieux, d'un réseau social ou d'une idéologie, crée un pendule. Ce pendule a une vibration propre, et il attire les personnes qui partagent ou combattent cette vibration. Quand on entre dans la sphère d'un pendule, on se met à vibrer à son rythme, souvent sans s'en rendre compte. On adopte ses peurs, ses colères, ses croyances. Et peu à peu, on perd notre connexion à notre émotion pilote personnelle, celle qui vient du cœur. On se branche sur une autre émotion pilote, celle du groupe, du pendule. Pensez à la foule qui est en train d'acclamer un chanteur dans un concert, ou un match de foot, ou un meeting politique. Ressentez cette énergie collective hypnotique qui se forme et qui domine peu à peu des centaines ou des milliers de personnes. Eh bien, c'est cela un pendule ou un égrégore énergétique. Une sorte de monstre électromagnétique qui se nourrit des émotions des gens et qui grandit peu à peu. Un tissage invisible fait de la multitude des cordes émotionnelles invisibles qui se forment entre les gens.
Si vous en faites partie, alors vous êtes piégé dans ce grand tissage, une grande tapisserie humaine émotionnelle, dont il est très difficile de se détacher. Si vous voulez reconquérir votre autonomie émotionnelle, il faut avoir une compréhension lucide de ses forces et comment elles agissent autour de vous de manière invisible, insidieuse. Et c'est bien difficile car les gens n'accordent pas d'attention à ce qu'ils ressentent. Ils accordent de l'importance uniquement aux idées. Par exemple, le pendule peut être un parti politique ou un organisme qui lutte pour une bonne cause. La cause peut être juste, oui, mais si l'émotion qui domine est la colère contre quelque chose, la frustration par rapport à telle ou telle injustice, la violence, etc., eh bien le pendule va attirer ses suiveurs sur des lignes de vie empreintes de colère, de problèmes, frustration et violence. Je vous invite à fermer ce livre maintenant et à prendre une pause pour réfléchir, à méditer sur votre vie, votre quotidien, vos amis, afin de faire le parallèle avec des événements précis dans votre sphère privée ou publique. Chacun d'entre nous est déjà tombé, au moins une fois, dans ce piège des pendules. Par exemple, on est frustré par rapport à un problème au travail, un collègue incompétent, une maîtresse méchante qui terrorise votre fils à l'école, un événement politique qui vous met en colère. En apparence, on dirait que c'est injuste. On a le droit d'être frustré et en colère. Oui, mais l'univers ne parle pas notre langue ou notre code moral, il parle une seule langue, celle de l'énergie, des vibrations, de ces forces qui se dégagent de nous et qu'on appelle les émotions. Le concept émotion est connoté d'une manière douce, parfois violente, selon le contexte socio-culturel humain. Mais dans la réalité, l'émotion est le carburant de la vie. C'est la chose la plus puissante qui soit. Vous pouvez penser que j'exagère, je vous comprends. Attendez la fin du livre et le lien que je vais faire avec les préceptes religieux et vous changerez d'avis. Résumons. Plus vous êtes frustré ou en colère, plus vous renforcez le pendule qui vous a entraîné dans cette situation frustrante, au travail, à l'école de votre fils ou à l'échelle d'un pays entier au niveau politique et macroéconomique. Cette idée de la frustration et de colère qui nous entraîne en enfer est largement développée dans toutes les religions, mais en général mal comprise. Je reviendrai sur cela à la fin du livre. Les pendules médiatiques jouent aussi sur la peur, le drame, la division. En y prêtant trop d'attention, notre émotion pilote se dérègle, et nous sommes happés vers des lignes de vie d'inquiétude, de déséquilibre et de toutes sortes de sentiments exacerbés par les feuilletons à l'eau de rose, les films hollywoodiens et toute l'industrie du cinéma basée sur la dramatisation. C'est difficile pour la plupart d'entre nous de s'en rendre compte, mais il s'agit là d'un pendule très puissant qui se nourrit de notre attention et qui nous aligne sur ces fréquences dramatiques. Amour passionnel, trahison, jalousie, accident, catastrophe, tout ce qui joue avec nos émotions est l'arme fatale de cette industrie. Êtes-vous capable de vous en rendre compte la prochaine fois que vous regardez une série télé ou un film du box-office? C'est le véritable défi, la mise en pratique. Ce n'est pas facile de se désynchroniser de ces pendules, mais c'est possible. Pour cela, il faut d'abord une prise de conscience, c'est-à-dire une compréhension mentale du phénomène de domination et de jeu émotionnel. Ensuite, une conscience personnelle, c'est-à-dire un ressenti dans le corps, ressentir la vague de l'émotion qui vous emporte et qui vous met en dehors de vous. Mais le plus important reste la pratique. Lorsqu'on se recentre en soi, qu'on respire, qu'on revient dans le calme du moment présent, loin de ces vagues et de ces ouragans émotionnels, eh bien on retrouve l'équilibre. Il faut prendre la décision de s'éloigner des pendules émotionnels et mettre en pratique cette décision tous les jours afin de retrouver votre propre fréquence. Mais si vous faites les premiers pas sur ce chemin, vous allez ressentir une telle libération, un tel bien-être, un tel sentiment de légèreté, que les pas suivants seront d'autant plus faciles. Marcher sur ce chemin, c'est se redonner le pouvoir. Ainsi, ce n'est pas le monde extérieur qui dicte notre réalité, mais l'émotion qui nous pilote à l'intérieur. Chaque fois que nous reprenons la main sur notre vibration émotionnelle, nous choisissons de ne plus être entraînés par les forces collectives du chaos, mais de revenir au calme du centre. Quand vous êtes sur votre bateau au milieu d'une mer calme, vous avez la vue dégagée, vous profitez du paysage et vous choisissez votre direction. Quand la mer est agitée, vous n'avez plus la vue dégagée et vous êtes englouti. C'est exactement la même chose avec les émotions. Allons plus loin avant de boucler cette partie. Il n'y a pas que Vadim Zeland qui parle des lignes de vie en lien avec les émotions. Beaucoup d'autres auteurs en parlent. Philippe Diman, physicien et chercheur au CNRS, et auteur de plusieurs livres, propose la même démarche selon laquelle notre futur n'est pas figé, mais composé de beaucoup d'éventualités. Lui aussi affirme que nous sommes capables de choisir notre future ligne de vie à travers l'intention portée par nos émotions profondes. Ce que Guimand met en avant,
c'est que l'émotion, plus que l'intellect, agit comme un système intuitif de navigation dans le champ des possibles. En ressentant une émotion forte, notamment la joie, nous émettons une vibration qui attire les futurs compatibles avec cette émotion, et nous faisons évoluer notre ligne temporelle personnelle vers un avenir plutôt qu'un autre. La clé réside dans le déconditionnement mental, pour reconnecter avec notre être profond et sa souveraineté, ce qui se traduit par un alignement entre émotions dominantes et intentions conscientes. Ainsi, c'est l'émotion dominante qui pilote le choix inconscient de la réalité que nous allons expérimenter. C'est la même idée présentée plus haut avec Zélande ou de Abraham X qui est la première, à ma connaissance, à avoir parlé de cela sur Internet. Je vous conseille vivement de consulter les livres de ces auteurs, ou de regarder ou écouter leurs conférences sur YouTube, car c'est une autre philosophie de vie qu'il faut intégrer, et cela prend du temps. Ce n'est pas en lisant quelques paragraphes que vous allez comprendre. Il y a une compréhension instantanée, mentale, mais elle reste superficielle si la personne n'intègre pas cela à son schéma mental global de la vie. Nous avons été élevés dans certains dogmes, certaines représentations sociales plutôt rigides, et il faut du temps pour opérer un changement profond, c'est-à-dire admettre l'idée que c'est notre état intérieur, l'émotion pilote dominante pendant longtemps, qui va déterminer notre futur et même notre vie future. Oui, on y reviendra. Ma fille est à l'université actuellement, elle habite loin, mais on se parle tous les jours grâce à la technologie. Et à chaque fois qu'elle a des soucis, examens, problèmes de carte bancaire, conflits et tout autre aléa de la vie, je lui dis une seule chose. Quelle est ton émotion pilote actuellement ? Laisse le monde extérieur et plonge ton regard à l'intérieur. Pose-toi la question. Quelle est mon émotion pilote actuellement ? Si c'est négatif, si c'est la peur, le stress ou la colère, il est impossible de pouvoir régler les problèmes. Les problèmes du monde extérieur sont le reflet des émotions pilotes du monde intérieur. Alors en cas de souci, on s'arrête et on retourne à l'intérieur pour réparer le moteur, rééquilibrer le monde intérieur. Je lui dis par exemple, va te faire une bonne infusion pour relaxer, va regarder ta série préférée ou te faire un masque nourrissant pour les cheveux. Si tu répares le moteur intérieur, le monde extérieur va se réparer de lui-même. Et en effet, les problèmes se résolvent par eux-mêmes ou presque, à partir du moment où la personne revient au calme intérieur. On ne résout rien dans l'agitation, on ne fait qu'empirer les choses. Je l'ai personnellement expérimenté plusieurs fois, quand mes enfants étaient tout petits. C'était la période la plus difficile, la plus vorace énergétiquement dans ma vie. Et je suis très reconnaissante d'avoir découvert Abraham X sur YouTube à ce moment-là. Et ça a changé ma vie. Littéralement. Pour conclure, retenons que l'émotion dominante n'est pas seulement un ressenti passif, mais un véritable moteur actif et subtil, incarnant un fil invisible qui pilote nos vies de manière plus ou moins consciente. Et cela invite à considérer la dimension énergétique et vibratoire de l'émotion, en lien avec notre libre arbitre et notre capacité à naviguer entre différents futurs possibles. J'ai souvent utilisé le mot vibration, et vous vous demandez peut-être ce que veut vraiment dire ce mot, qui revient souvent. J'ai passé plusieurs mois à écouter des conférences et des explications à ce sujet pour bien intégrer l'information, c'est-à-dire pour que cette théorie de l'émotion pilote vibration énergétique puisse changer mes représentations cognitives, la façon dont je vois et je comprends le monde. Vous aussi prenez le temps qu'il faut pour comprendre. Ouvrons alors une parenthèse pour parler des vibrations. Faites une pause et revenez plus tard, ou bien préparez un bon café. On y va. Section 5. Tout est vibration. Votre émotion pilote est comme la fréquence d'une radio. Du point de vue scientifique, le terme vibratoire fait référence à un phénomène physique précis. Une vibration est un mouvement oscillatoire périodique d'un objet ou d'une particule autour d'une position d'équilibre. Ce mouvement de va-et-vient se caractérise par des paramètres mesurables comme la fréquence, nombre de cycles par seconde, l'amplitude, étendue du mouvement et l'énergie. En physique, les vibrations concernent des objets aussi divers que des masses sur ressort, des molécules ou même des ondes sismiques. La vibration est essentielle dans la transmission d'énergie sous forme d'ondes. Par exemple, le son est produit par les vibrations de l'air, qui sont captées par notre oreille sous forme d'ondes mécaniques. Ainsi, physiquement, la vibration traduit le transfert d'énergie à travers un milieu donné. En physique atomique, la matière est constituée d'atomes dont les électrons vibrent ou tournent autour des noyaux, et la fréquence moyenne de ces mouvements détermine ce qu'on appelle parfois le taux vibratoire. Plus les atomes vibrent rapidement, par exemple dans un gaz chaud comparé à un solide froid, plus la fréquence vibratoire est élevée.
Par extension, on parle du taux vibratoire comme mesure de l'énergie dégagée ou de la vitalité d'un système vivant ou inanimé. Il est important de noter que le concept de vibration a une définition rigoureusement physique. Les vibrations sont quantifiables, observables, et affectent directement la dynamique des systèmes matériels par des lois physiques bien établies. Comprendre cela, c'est comprendre comment fonctionne le monde en vous, vos émotions, et autour de vous, la réalité extérieure objective matérielle. Votre émotion dominante, c'est-à-dire celle qui revient tout le temps et qui devient l'émotion pilote de votre vie, est comme la fréquence de la radio que vous êtes en train d'écouter. Vous ne pouvez pas écouter les émissions qui sont sur les autres radios, vous pouvez écouter uniquement les émissions diffusées sur cette radio. Autrement dit, dans votre vie, vous ne pourrez rencontrer que des situations sur la même vibration que l'émotion qui a piloté votre monde intérieur. C'est simple et percutant à la fois. Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi certaines personnes dans votre entourage rencontrent toujours des difficultés financières, ou bien des situations frustrantes, ou encore humiliantes, ou encore teintées de critiques et de rejet. Le monde extérieur s'organise en fonction de la vibration, et donc de l'émotion, dominante dans le monde intérieur. La plupart des personnes refusent d'accepter ce postulat parce que cela les rend responsables de leur monde intérieur. Or, il est beaucoup plus facile de jouer le rôle de la victime. Et oui. Passons à la partie pratique de ce livre à présent. Cas pratique. L'enfer de la colère. J'ai un collègue de travail, très gentil, mais très susceptible. Il est très droit et ne supporte pas les retards ou les dysfonctionnements, qui existent partout d'ailleurs. Ce collègue réagit avec colère et agressivité face à tout ce qui ne va pas, de son point de vue. De même, si on lui adresse une critique ou qu'on s'oppose à lui, c'est-à-dire qu'on ne soit pas d'accord avec lui, eh bien il s'énerve très vite, il s'enflamme pour ainsi dire, et réagit très mal. Il pense qu'il a toujours raison, et que sa colère est justifiée. Je pense qu'il a souvent raison, mais que la colère est une émotion dangereuse. C'est comme le feu. Le feu canalisé, dans nos cuisines, permet de cuire la nourriture ou de réchauffer la maison en hiver. Il est bien utile. Mais s'il n'est pas correctement canalisé, il peut brûler la maison. La colère agit de même. Pour la médecine traditionnelle chinoise et pour les médecines orientales holistiques en général, la colère est un type de feu. Il s'agit de l'élément feu, les autres éléments étant l'eau, le bois et l'air, et toute forme de vie est un mélange de ces éléments selon différents dosages. Même conception dans l'Ayurveda par exemple avec la notion de dosha. Je vous invite à faire une petite recherche sur le web pour mieux comprendre cet aspect. Pour résumer, cette colère qui enflamme mon collègue est un feu, une manifestation excessive du yang, par opposition au yin. Rappelons que le yang est la force de vie qui réchauffe le monde, ou le brûle si elle est excessive, et l'ensemence, le masculin, le soleil, par opposition au yin, la lune, le féminin qui accueille et laisse fermenter, comme le fait l'eau ou la terre. Bien sûr, il s'agit de conception énergétique et non pas juste l'eau que vous buvez ou la terre sur laquelle vous marchez. Bref, mon collègue est constamment ravagé par son feu intérieur, sa colère non contrôlée, il souffre d'acidité gastrique, ulcères, tension artérielle et autres symptômes physiques reflétant cet excès de yang. Je vous invite encore une fois à vous informer pour en savoir plus sur ces lectures énergétiques des maladies, surtout si c'est la première fois que vous entendez parler de cela. Ce sont des connaissances très anciennes, plusieurs fois millénaires, et qu'on peut facilement retrouver aujourd'hui, découvrir et lire chez soi grâce à Internet. En plus des manifestations physiques, maladies ou problèmes de santé, qui reflètent l'émotion colère non canalisée, dominante chez mon collègue depuis des années, eh bien celui-ci rencontre des situations chargées de colère, de tension et de conflits, répétant dans sa vie ce que son émotion projette. Malheureusement, il ne veut pas accepter cette idée. Il refuse d'ouvrir son esprit à d'autres visions du monde. J'ai essayé de lui expliquer ce que je viens de vous dire sur l'énergie, le feu, la signification énergétique des maladies. Je lui ai envoyé des liens de choses à lire ou écouter, mais il ne veut même pas voir. Il pense que sa colère est bonne, saine, et que c'est une vertu d'être une personne toujours en colère dans un monde malade. Le monde entier n'est pas malade, certaines parties du monde sont malades. Et c'est bien ainsi, il n'y a aucune erreur. C'est la danse de la vie en perpétuelle évolution. Par ailleurs, la colère excessive n'est ni bonne ni saine. Elle peut être utile à certaines doses, le dosage est important, pour nous donner l'élan de changer les choses et participer à la danse de la vie. Mais au-delà de cette dose, la colère est un feu destructeur. Sur le plan de la biochimie, elle signifie de hautes concentrations de cortisol dans notre corps, ce qui le brûle littéralement, à petit feu, expression populaire très juste.
Ensuite, en tant qu'émotion et vibration dominante, elle va attirer des situations sur la même vibration, c'est-à-dire chargées de tension, agressivité, conflit, etc. Et c'est ce que vit mon collègue qui me fait de la peine, car il ignore comment fonctionne le monde, malgré les diplômes qu'il a accumulés. Peut-être que vous connaissez des personnes dans la même situation. Et peut-être que vous connaissez des personnes toujours zen, malgré que le monde est malade, ou plutôt que certaines parties du monde sont malades. Des personnes empreintes de patience et de bienveillance, et qui déclenchent souvent inconsciemment, car elles ne savent pas forcément que ce sont des lois énergétiques universelles, des situations et des interactions harmonieuses, même face à des situations difficiles. Elles attirent à elles des situations qui sont sur la même longueur d'onde que leur émotion pilote. Ce ne sont pas des personnes passives. Elles peuvent être en colère face à ce qui ne va pas. Mais c'est une colère ponctuelle qui permet d'agir, et non pas une colère permanente, malsaine, qui nourrit l'ego et brûle le corps. J'ai une amie qui est comme ça, toujours souriante, malgré toutes les difficultés dans le domaine de l'enseignement, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Justement, les petits gestes du quotidien, sourire, gratitude, encouragement des bonnes actions des élèves, sont autant de pression sur les boutons positifs du tableau de bord de notre vie, générant une émotion pilote toujours positive. Chaque émotion forte est à la fois un indicateur d'une mémoire et un moteur. Une colère persistante, un ressentiment ou une peur répétée nous conduisent vers des expériences où ces émotions se reflètent et se répètent, comme un écho, dans notre vie. À l'inverse, une émotion de gratitude, d'émerveillement ou d'amour va orienter notre trajectoire vers des situations plus harmonieuses, plus sereines et enrichissantes. Résumons avant de continuer. L'émotion pilote, qui pilote donc notre vie de manière inconsciente, c'est ce fil invisible qui relie tout ce que nous vivons, nos pensées, nos choix, nos relations, nos coïncidences. Elle agit comme une fréquence d'accordage entre notre monde intérieur et la réalité extérieure. Quand on vit dans la peur, on attire des expériences qui la confirment. Quand on vit dans la gratitude, on attire des expériences qui la nourrissent. Et cela ne relève pas de la magie, mais d'une logique énergétique simple. Notre conscience est un émetteur et un récepteur. Ainsi, si nous voulons changer notre vie, nous devons d'abord changer l'émotion qui nous conduit. Cela demande de l'observation, de la douceur envers soi-même et un certain entraînement intérieur. La question est, comment devenir le pilote de notre avion émotionnel? Comment faire cela en pratique? Suivez-moi, je vais vous apprendre à devenir alchimiste, c'est-à-dire à alchimiser ou transformer, non pas le plomb en or comme dans la légende de l'alchimie, mais les émotions destructrices en émotions constructives. 2. Apprendre à devenir alchimiste. Dans ce qui suit, on va apprendre à capter le fil invisible de l'émotion pilote, à l'intérieur de vous, et à transformer cette émotion en 3 étapes. Voici un protocole pratique à appliquer dès demain matin. Mais pour y arriver, il faut être présent à soi, vigilant. La présence à soi est l'élément crucial pour réussir à capter et transformer vos émotions. Étape 1. Observer sans juger. Il faut développer le sens de l'observation, se détacher un peu et devenir l'observateur de ce que vous pensez ou ressentez. Ce n'est pas facile, je vous l'accorde, mais c'est possible avec un peu de travail. Vous pouvez commencer par observer la nature. Fixez votre regard par exemple sur un arbre. Vous allez peu à peu capter le mouvement des feuilles, chacune ayant son propre mouvement. Je fais ça souvent, ça me permet de me poser dans le moment présent, développer l'ancrage et la concentration. On peut appeler ce genre d'exercice méditation. L'essentiel, c'est de pouvoir fixer votre attention sur quelque chose. Fixer le mouvement de l'esprit et du corps aussi, même quelques minutes par jour, ça développe ce sens de l'observateur en vous. Et ça facilite le détachement émotionnel, c'est-à-dire devenir témoin de ses propres émotions au lieu de les subir. Dès la première fois, je vous le garantis, la charge émotionnelle va baisser. Je dis à mes étudiants que l'émotion, aussi tenace soit-elle, est comme un moustique en été. Elle peut vous pourrir la vie, vous empêcher de dormir, vous rendre fou. Même si vous réussissez à le localiser, c'est gagné, vous pulvérisez l'insecticide pile dessus, et il est mort. Encore faut-il le localiser. De même pour l'émotion, il faut la localiser. Imaginez que c'est un moustique à l'intérieur, s'arrêter et essayer de sentir c'est où exactement, comment exactement. Dès qu'une émotion inconfortable surgit, ne la fuyez pas. Accueillez-la, nommez-la. C'est le premier pas vers la conscience. Détachez-vous de la situation, vous êtes en colère parce que votre patron vous parle de manière désagréable? Enlevez la deuxième partie de la phrase, dites « Je suis en colère, je suis juste en colère, je sens le moustique de la colère en moi, je ressens de la chaleur dans ma tête, mes mains, mon cœur, etc. » Essayez de capter la sensation corporelle afin de contacter l'émotion, car c'est comme ça que vous pourrez travailler dessus ensuite.
Étape 2. Établir le contact. Une fois l'émotion captée, ou le moustique localisé, il faut respirer et se recentrer. Vous allez démarrer une conversation intime, un dialogue subtil avec l'émotion. Le moustique, je veux dire une forme de vie intelligente, mais vraiment très différente de vous. Respirez. La respiration calme immédiatement le flux mental et vous ramène dans le présent. Comme ça, vous rencontrez pleinement l'émotion. La transformation va commencer maintenant. L'alchimie. Étape 3. L'alchimie. Comment devenir alchimiste? Vous n'avez jamais eu de formation dans ce domaine? Ce n'est pas aussi compliqué qu'on le pense. C'est dans le cœur que ça se passe. Il faut se reconnecter à la gratitude pour alchimiser votre émotion. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? C'est simple. Il s'agit de remarquer chaque petite chose qui va bien dans votre vie. Chaque beauté, une jolie tasse de café, un nuage, l'odeur d'un bon plat. Peu importe l'objet ou le stimuli. L'essentiel, c'est la sensation que cela va générer. Et cette sensation va venir se mélanger à l'émotion négative. La colère, par exemple. Se mélanger, couvrir, envahir. L'alchimie va opérer peu à peu. C'est comme faire la cuisine. Imaginez que vous avez une soupe trop salée. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez cuire une pomme de terre, la réduire en purée et l'ajouter peu à peu à votre soupe. Le résultat, c'est une soupe moins salée. C'est cela l'alchimie. Et ça marche aussi pour les émotions. Peut-être que ça ne marchera pas du premier coup, mais soyez persévérants. Tenez bon, ça va marcher. Petit à petit, la colère sera moins forte, puis moins présente dans votre vie. Peu à peu, votre vibration change, et avec elle, la ligne de vie sur laquelle vous avancez. Vous pouvez penser que c'est de la théorie tout ça, que c'est facile à dire, mais impossible dans la réalité. Observez la nature, observez un coquillage, ou simplement la forme de votre oreille. Connaissez-vous la suite de Fibonacci? Non. Alors ouvrons une parenthèse avant de continuer. 3. La suite de Fibonacci. Cette suite est fondée sur un principe simple. Chaque nombre naît de l'addition des deux précédents, et elle décrit ainsi une loi de croissance qui traverse tout le vivant. On la retrouve dans la disposition des feuilles, la spirale des coquillages, la forme des galaxies, le rythme même de l'expansion de la vie. La suite de Fibonacci raconte une histoire de répétition et de mémoire. Rien n'apparaît à partir du vide. Tout s'appuie sur ce qui précède pour aller plus loin. Il en est de même pour qu'autre vie. La vie avance en se souvenant. Elle répète, ajuste, transforme. Dès lors, il devient logique de penser que nos existences humaines obéissent à cette même dynamique. Nos émotions, nos élans intérieurs, nos peurs parfois irrationnelles ne surgissent pas par hasard. Elles s'inscrivent dans une continuité, une trame de fond faite d'expériences vécues avant nous, transmises silencieusement, comme une suite de Fibonacci émotionnelle. La psychologie transgénérationnelle l'a démontré. Certaines émotions-mémoires traversent les générations et influencent nos comportements de manière inconsciente. Mais comprendre ce mécanisme ne signifie pas s'y enfermer. La suite de Fibonacci ne produit pas une répétition figée, elle crée une progression. Chaque nouvelle forme est à la fois le résultat des formes précédentes et une nouveauté en soi. De la même façon, notre vie se tisse sur une toile de fond, un karma, relié à l'histoire de nos parents et de nos ancêtres, sans pour autant nous condamner à la passivité. Reconnaître cette trame n'est pas adopter une posture de victime, c'est au contraire reprendre sa place d'acteur conscient. Nous ne sommes pas responsables de ce qui a été vécu avant nous, mais nous devenons responsables de ce que nous en faisons. Là se joue le véritable passage à l'avenir. Comprendre la répétition pour ne plus la subir, transformer l'héritage émotionnel pour créer une suite nouvelle, plus libre, plus consciente, notre propre Fibonacci intérieur. Mon astuce. À chaque fois que vous vous sentez dépassé par les événements ou les émotions négatives, sortez, allez dans la nature. Observez les feuilles des arbres, les coquillages. Voyez la suite de Fibonacci partout autour de vous. Et comprenez que votre vie est une suite aussi. À vous de placer la prochaine pièce du puzzle. Section 4. Une conscience élargie. Vivre en créateur et non en victime. Lorsque nous comprenons que la réalité n'est pas figée, mais faite d'une infinité de possibles, nous retrouvons un immense pouvoir, celui de choisir la version de nous-mêmes que nous souhaitons vivre. Ce choix ne passe pas par la lutte, ni par le contrôle, mais par la maîtrise intérieure de notre émotion pilote. C'est en cultivant la paix, la gratitude et la confiance que nous ouvrons les chemins les plus lumineux de l'espace des variations. À ce moment-là,
La vie cesse d'être une suite d'obstacles à surmonter. Elle devient une danse. Une chorégraphie subtile entre notre cœur et l'univers. Et c'est peut-être cela, le véritable art de vivre. Apprendre à tisser consciemment sa toile intérieure avec des fils d'amour, de confiance et de joie, jusqu'à ce que le monde extérieur s'accorde naturellement à cette vibration. La conscience, c'est le début de la liberté de choisir sa ligne de vie. Reprenez l'image d'un pilote d'avion dans le ciel infini de l'espace. Devant lui, un tableau de bord complexe avec une multitude de boutons. Chaque décision, chaque mouvement, chaque choix de direction peut l'emmener vers un continent, une ville, un paysage totalement différent. Cette image, simple mais puissante, illustre parfaitement la manière dont nos émotions pilotent notre vie, comme le décrivent les recherches de Vadim Zeland sur les lignes spatio-temporelles et les multiples possibles de notre existence. À chaque instant, nous avons devant nous une infinité de trajectoires. Les mots que nous prononçons, les émotions que nous cultivons, les interactions avec les autres, les films que nous regardons, les discussions au travail ou dans la famille. Tout agit comme un bouton sur le tableau de bord de notre existence. Une émotion intense ou marquante peut orienter notre trajectoire vers un chemin riche de défis ou de découvertes, ou au contraire vers un parcours rempli de souffrances et de frustrations. La clé est le libre arbitre. Nous sommes victimes de notre vie seulement lorsque nous ignorons l'impact réel de nos émotions et de nos choix. Tant que nous restons inconscients, nous naviguons au hasard, emportés par des fils invisibles qui nous dirigent vers des situations que nous ne comprenons pas toujours. Mais dès que nous prenons conscience de notre rôle dans la création de notre réalité, dès que nous observons l'impact de chaque émotion, de chaque parole, nous devenons libres et responsables. Cette idée n'est pas nouvelle. Toutes les religions et traditions spirituelles parlent de karma, souvent compris comme une conséquence de nos actions. Mais le karma, au sens profond, est en réalité lié à l'émotion qui pilote l'action, plus qu'à l'action elle-même. Une bonne action guidée par l'ego, par le besoin de reconnaissance ou par l'envie d'être admiré, crée un karma neutre ou même négatif. À l'inverse, une action modeste, motivée par la compassion ou la sincérité, produit un karma ou un impact positif durable. L'intention et l'émotion sont donc au cœur de notre trajectoire de vie. Comprendre ce mécanisme transforme notre rapport à la vie. Chaque émotion, qu'elle soit de colère, de peur, de joie ou d'amour, devient un levier de création, une possibilité de choisir consciemment la direction de notre avion intérieur. La conscience permet de casser les cycles automatiques, d'observer les fils invisibles qui nous relient à des situations répétitives et de réorienter notre trajectoire vers des expériences plus harmonieuses. Ainsi, nos émotions sont à la fois des indicateurs et des moteurs. Nous sommes à la merci du destin tant que nous sommes inconscients. Les fils invisibles existent, ils influencent notre vie, mais nous possédons le pouvoir d'observer, de comprendre et de choisir. Nos émotions et nos intentions sont des instruments de navigation puissants. Les comprendre, les transformer et les utiliser consciemment, c'est prendre les commandes de notre vie et explorer pleinement les possibles de notre existence. Voici une image mentale qui peut vous aider à y voir plus clair. Image mentale, le tableau de bord de votre vie. Allez vous installer dans un lieu calme. Fermez les yeux. Imaginez-vous assis dans le cockpit d'un avion immense, suspendu dans un ciel infini. Devant vous, un tableau de bord complexe, rempli de boutons lumineux, de leviers et d'écrans, chacun représentant un choix ou une émotion que vous pouvez ressentir à chaque instant. Chaque bouton correspond à une réaction ou une émotion. Colère, peur, frustration, joie, amour, gratitude. Lorsque vous appuyez sur un bouton, l'avion change légèrement de trajectoire, sans que vous en ayez toujours conscience. Les écrans affichent des trajectoires possibles. Certains chemins mènent à des paysages sereins, des rencontres harmonieuses, des expériences enrichissantes, d'autres à des zones de turbulence, de conflit ou de frustration. Votre conscience est le pilote automatique conscient. Plus vous observez vos émotions et vos réactions, plus vous comprenez l'impact de chaque bouton, et plus vous êtes capable de choisir consciemment la trajectoire que vous souhaitez suivre. Le ciel représente les multiples possibles. À chaque instant, de nouvelles lignes de vie apparaissent devant vous. Chaque décision, parole ou émotion ouvre un chemin qui n'existait pas auparavant. Cette image vous aidera à intégrer le concept de ce livre en profondeur. Vous pouvez la visualiser mentalement, chaque soir avant de dormir pour faire le point sur votre journée et planifier la journée suivante. Mais l'idéal est de dessiner. Prenez une feuille blanche et dessinez un avion. À l'intérieur, un pilote assis devant le tableau de bord, dessinez des nuages et dessinez des lignes. Sur ces lignes, de différentes couleurs, mettez le nom des personnes ou des situations qui vous entraînent vers des émotions particulières et un chemin de vie particulier.
Par exemple, une collègue de travail qui est toujours en train de parler des autres, de commenter ce qu'ils font ou ce qu'ils disent, et qui vous entraîne ainsi avec elle dans des conflits, des stratégies de clan, etc. Quand vous écrivez son nom sur une ligne rouge particulière, devant votre avion, vous prenez mieux conscience de la dynamique qui se joue derrière ces discussions, en apparence anodines. Rien n'est anodin en fait, surtout pas les petites discussions qui se répètent tous les jours, car celles-ci tracent une ligne émotionnelle durable et solide. Bien plus solide d'ailleurs que si vous avez ce genre de discussion une fois de temps en temps, sans trop vous impliquer émotionnellement. L'implication émotionnelle est l'indicateur suprême qui vous dit si vous marchez sur un chemin de vie ou un autre. Nous ne sommes pas des victimes du destin, mais des pilotes capables de naviguer à travers une infinité de trajectoires. Continuons à mettre en pratique avec des exemples concrets. Remarquez que j'essaie de faire un va-et-vient constant entre explications théoriques et situations pratiques, afin de vous aider réellement dans votre vie, et non pas juste faire de la théorie. J'espère que ça fonctionne, et que vous commencez à ressentir un changement intérieur. Parlons d'argent maintenant, un sujet qui pose problème à beaucoup de personnes. Problème d'argent. Quand il s'agit d'argent, beaucoup de personnes se retrouvent coincées dans un cercle sans fin. Peu importe l'augmentation de leur salaire, les dépenses imprévues semblent toujours surgir, et la sensation de manque persiste. On court après davantage d'argent, toujours davantage, sans jamais goûter pleinement à la satisfaction ou à la plénitude. J'ai compris que le véritable moteur de ce cycle n'est pas l'argent lui-même, mais l'émotion qui nous habite. Tant que la peur de manquer pilote nos pensées et nos décisions, la difficulté financière reste inévitable, même si nos revenus augmentent. À l'inverse, lorsque cette émotion se transforme, qu'elle devient gratitude et sentiment de suffisance, tout change. Par exemple, si l'on possède seulement 2 ou 3 pulls pour l'hiver, on peut se concentrer sur le manque et se dire « je n'ai que 2 pulls », ou l'on peut transformer la perception en se réjouissant « j'ai 2 superbes pulls pour l'hiver, je suis comblé ». Cette simple bascule, de la peur à la gratitude, transforme la manière dont l'émotion pilote notre vie. Et cette transformation intérieure a des conséquences concrètes. Les opportunités professionnelles se présentent plus naturellement, l'argent circule avec fluidité, et l'on n'a plus le sentiment de devoir se battre contre la vie pour réussir. Quand on vit dans la peur de manquer, il est difficile, voire impossible, de donner que ce soit de l'argent, du temps ou de l'aide aux autres. Mais lorsque l'on vit dans la gratitude et la suffisance, donner devient naturel. C'est pourquoi toutes les grandes traditions spirituelles et religieuses encouragent le don. Plus on donne, plus on ouvre le robinet de la vie pour recevoir en retour. Et peu importe la quantité, ce qui compte, c'est l'acte lui-même, qui reflète l'émotion pilote de la paix intérieure et de l'abondance. À l'inverse, la peur bloque ce flux, même pour une petite somme. C'est une approche presque magique. Comprendre et appliquer ce principe change profondément notre relation à l'argent, à l'abondance et à la vie elle-même. Désir de reconnaissance chez les femmes. Il y a un autre cas très courant d'émotion pilote toxique que j'ai observé chez beaucoup de collègues femmes. Elles ressentent souvent une tension intérieure entre le désir d'évoluer professionnellement, désir de réussir certains projets, avoir des responsabilités, s'accomplir professionnellement, et celui d'être une bonne mère attentionnée, une épouse présente, une excellente ménagère, etc. Cette course permanente crée une frustration sourde, un sentiment d'urgence à tout réussir. Si l'on observe ce mécanisme à la lumière de la théorie des émotions, ces fils invisibles qui viennent du passé et tracent le futur, on découvre que cette tension trouve son origine dans une émotion pilote particulière, le manque. Comme si la valeur personnelle dépendait de la performance. Beaucoup de femmes choisissent inconsciemment des voies professionnelles ardues, parfois même des milieux traditionnellement masculins, non pas par réel élan du cœur, mais pour répondre à un besoin profond de reconnaissance, de légitimité, de valeur. D'autres femmes sacrifient complètement leur carrière pour leur famille. Comprendre les émotions qui pilotent nos choix de vie, c'est déjà un acte de libération. Car lorsque l'on met en lumière ce qui nous pousse inconsciemment à agir, on cesse de courir après une image idéale de soi, et l'on commence à choisir en conscience ce qui nous correspond vraiment. C'est à ce moment-là que la paix intérieure peut s'installer, que le stress s'allège, et que la vie reprend son rythme naturel, celui de la justesse et de l'équilibre. Pour être vraiment une femme libre, dites-vous que vous n'avez rien à prouver à personne. Vous n'êtes pas obligé de coller à tel ou tel stéréotype, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. La véritable liberté, c'est d'être soi, tout simplement soi. Faire les études que l'on choisit, le métier qu'on aime, mariage ou pas,
des enfants ou pas, etc. Mais c'est bien difficile pour nous les femmes qui avons subi des siècles et des siècles d'aliénation et de programmation mentale, et j'en passe. Être libre, c'est d'abord ne pas être la marionnette de telle marque ou de telle idéologie. Et c'est reconnaître cet héritage émotionnel de la lignée féminine intergénérationnelle, et en faire ce que l'on veut. Malheureusement, quand ce travail n'est pas fait, on se retrouve avec des familles et des parents toxiques, pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Relations et familles toxiques. La personne toxique, souvent elle-même sous emprise ou profondément vide à l'intérieur, fonctionne comme l'araignée qui cherche constamment à piéger des insectes dans sa toile pour se nourrir. C'est aussi simple que cela. C'est naturel, j'ai envie de dire. Incapable de combler son vide, cette personne cherche à capter l'attention et l'énergie de ceux qui l'entourent, transmettant parfois des virus émotionnels, faits de colère, de culpabilité, de honte ou de peur. Il y a des dizaines de livres sur les stratégies des personnes toxiques et les processus de manipulation psychologique. Renseignez-vous. Il y a beaucoup de parents toxiques et manipulateurs, et c'est normal. Ce n'est pas parce qu'une personne est devenue mère ou père qu'elle devient automatiquement bienveillante ou remplie d'amour. J'ai connu beaucoup de personnes adultes, la quarantaine et plus, mais encore enfants, incapables de se détacher émotionnellement de parents toxiques qui les maltraitaient psychologiquement. J'ai connu beaucoup de femmes restées dans des relations conjugales destructrices, avec des partenaires agressifs, manipulateurs ou alcooliques. Dans tous ces cas, la victime se débat comme l'insecte, essayant désespérément de retrouver sa liberté, mais l'emprise la retient, souvent jusqu'à ce qu'une prise de conscience extérieure survienne. Certaines relations familiales s'apparentent plutôt à une toile d'araignée invisible, où les enfants, mais aussi parfois les conjoints ou les amis proches, se retrouvent piégés. Une personne sous emprise est comme un insecte capturé par une araignée. Progressivement, son énergie est aspirée par cette force invisible. C'est pourquoi il est crucial de comprendre ces dynamiques et de se protéger. La distance émotionnelle et le détachement ne sont pas un refus de l'autre, mais une nécessité pour survivre et retrouver son énergie. En même temps, il est possible d'aider les personnes toxiques à se reconnecter à elles-mêmes de manière constructive. Art-thérapie, sport, méditation ou accompagnement par un spécialiste peuvent les aider à sortir de leur vide intérieur et de ce cycle de vampirisation émotionnelle. Comprendre cette métaphore de l'araignée et de l'insecte permet de visualiser l'emprise et de poser les bases d'une libération consciente et respectueuse. Parler de pilotage émotionnel, ce n'est pas de la théorie, c'est la pratique dans la vie réelle. Et pour pratiquer, il faut être lucide, il faut voir les araignées à l'œuvre. La métaphore de l'araignée n'en est pas une. Il y a bien des araignées dans la nature. Et si nous avons collectivement cette phobie des araignées, c'est parce qu'il y a bien une raison à mon avis. Il y a des personnes araignées. Si vous gardez cela en tête, vous pouvez plus facilement détecter l'émotion pilote qui vous amène dans les toiles des araignées humaines. Voulez-vous être une proie? Non? Alors ne cultivez pas une émotion de proie, de victime. Chapitre 4. Guide pratique pour reconnaître l'émotion pilote et la transformer. Ce guide regroupe les principales émotions qui peuvent nous piloter à notre insu et propose des exercices concrets pour les reconnaître, les comprendre et les transformer. L'objectif est de tenir le fil invisible de vos émotions entre vos mains, de choisir consciemment votre trajectoire et d'orienter votre vie vers le calme, la joie et la satisfaction durable. Prenons un exemple concret. Une personne qui accumule des objets dans sa maison et ressent un plaisir éphémère à chaque nouvel achat. Derrière ce comportement se cache souvent une émotion de manque, un vide intérieur qu'elle tente de combler à travers la consommation. Chaque nouvel objet procure un pic de dopamine, une satisfaction passagère, mais le manque revient aussitôt, poussant à acheter encore et encore, sans jamais trouver un plaisir durable. La première étape consiste à identifier l'émotion qui pilote vos actions. Plutôt que de chercher l'origine de l'émotion, il suffit de la détecter et de l'observer. Posez-vous la question. Quelle émotion suis-je en train de ressentir maintenant? Observez la sensation dans votre corps. Tension, agitation, nervosité, impatience, désir. Reconnaître et capter cette émotion, c'est tenir le fil invisible entre vos mains, comprendre que cette énergie vous pousse vers un comportement automatique.
protocole d'alchimie émotionnelle. 1. Respirez calmement. Installez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et inspirez profondément 3 fois, en sentant l'air remplir vos poumons. 2. Identifiez l'émotion. Sans jugement, nommez ce que vous ressentez. Par exemple, je ressens du manque, je suis anxieux, je suis frustré. 3. Captez la manifestation de l'émotion dans votre corps. Ressentez là où c'est serré, c'est crispé, c'est chaud ou froid, etc. Et contactez cette énergie, entrez en contact. 4. Envoyez du lâcher-prise, du détachement et de la paix intérieure. Mélangez l'émotion pilote avec ça pour la fluidifier. Elle deviendra plus légère, plus malléable, comme un nuage, qui était de l'eau liquide plus dense, et même de la glace, encore plus dense. Colorez votre nuage comme vous le voulez, bleu, rose, ce que vous voulez. 5. Prenez maintenant conscience de l'impact. Observez comment cette émotion vous pousse à agir. Acheter un objet, parler de manière agressive, manger sans faim, etc. 6. Décidez de la transformation. Choisissez consciemment une autre réaction. Par exemple, remplacez l'achat compulsif par une activité qui nourrit vraiment l'âme. Marcher dans la nature, écouter de la musique, écrire, méditer, cuisiner avec attention. 7. Intégrez le changement. Ressentez le plaisir ou la satisfaction dans cette nouvelle action. Remarquez la différence entre une dopamine éphémère et un contentement durable. En conclusion, la liberté commence par la conscience. Reconnaître l'émotion pilote, c'est comprendre qu'elle existe et qu'elle influence nos actions. Décider consciemment de ne pas la suivre aveuglément, c'est exercer notre libre arbitre et transformer la trajectoire de notre vie. Je vais maintenant aborder des cas spécifiques qui reviennent souvent, des tempêtes émotionnelles que nous pouvons tous rencontrer. Ces tempêtes, et parfois ces ouragans émotionnels, il faut les comprendre ce qui se passe, pour ne pas être emporté ni écrasé. Colère et désir de vengeance. La colère et le désir de vengeance sont des émotions puissantes, souvent invisibles, mais terriblement efficaces pour nous piloter à notre insu. Une trahison, un chagrin d'amour, une arnaque ou un mauvais tour d'un collègue peuvent déclencher une émotion intense qui semble procurer une certaine jouissance. Le sentiment d'avoir du pouvoir sur l'autre, ou de se protéger contre l'injustice. Cette colère peut s'enraciner et devenir inconsciente, se transformant en haine généralisée, que ce soit envers une personne, un groupe ou même un peuple entier. Au niveau collectif, on observe le même phénomène. Des millions de personnes peuvent partager la même émotion de frustration ou de vengeance, créant des égrégores émotionnels qui influencent les décisions et les comportements à l'échelle d'un pays ou d'une culture. Cette énergie, non transformée, entraîne répétition après répétition les mêmes cycles de conflits et de souffrances, tant individuellement que collectivement. La première étape pour se libérer est de prendre conscience de l'émotion. Reconnaître la colère ou le désir de vengeance, c'est tenir le fil invisible qui nous entraîne aveuglément vers ce destin karmique destructeur. C'est déjà affaiblir son pouvoir. Observez l'émotion sans jugement. Notez sa présence dans votre corps et votre esprit. Posez-vous la question, quelle partie de moi est pilotée par cette colère ? Identifiez l'instant où cette émotion vous pousse à agir ou à ruminer. Maintenant, il faut transformer l'émotion. Transformer une émotion de colère ou de vengeance ne signifie pas devenir naïf ou accepter l'injustice. Cela signifie choisir consciemment de ne plus alimenter le cycle destructeur. Voici un cheminement pratique. 1. Respirez profondément. Installez-vous dans un lieu calme, fermez les yeux et inspirez en visualisant la colère sortir de votre corps. 2. Visualisez le fil invisible. Imaginez que vous tenez ce fil entre vos mains et que vous pouvez décider de sa direction. 3. Décidez de transformer. Au lieu de nourrir la colère, choisissez de diriger cette énergie vers l'acceptation et le pardon. 4. Connectez-vous au fleuve de joie universel. Asseyez-vous dans la nature, observez les arbres, le vent, la lumière, et laissez la sensation de calme et de fluidité envahir votre corps. Comme le disait Rumi, ce fleuve d'émotions positives est la force la plus abondante de l'univers. 5. Répétez régulièrement. Chaque fois que la colère ou le désir de vengeance surgit, revenez à ce fil et réalisez consciemment votre transformation. Cette pratique est une véritable alchimie intérieure. L'énergie de la colère, lorsqu'elle est reconnue et transformée, se convertit en paix, en lucidité et en force constructive. Avec le temps, vous réalisez que l'émotion ne vous contrôle plus,
que vous êtes capable de choisir votre trajectoire et de naviguer sur le fleuve de la vie avec un cœur apaisé et lucide. Attention, il n'y a pas de bâton magique. Ça ne va pas forcément fonctionner de manière instantanée. Ça fonctionnera à partir du moment où la prise de conscience est là. Si vous êtes conscient, si vous rentrez en contact avec l'émotion qui vous envahit, alors la transformation peut être extrêmement rapide. Manque et désir compulsif, frustration, peur ou anxiété, jalousie, désir de vengeance, vous pouvez reproduire le même protocole d'alchimie émotionnelle pour n'importe quelle émotion. L'essentiel, c'est de pouvoir vous détacher, vous dissocier de l'émotion, la tenir entre les mains, comme un petit nuage, symboliquement je veux dire, et la travailler comme on travaille la pâte à modeler pour la transformer. Avant de conclure ce livre, j'aimerais consacrer une petite partie aux émotions dans les différentes religions et spiritualités orientales, ainsi qu'à ce qu'on peut appeler l'amour véritable. Et oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Chapitre: Les émotions dans les religions. Un même message, plusieurs religions. Si l'on observe les grandes religions du monde, qu'elles soient abrahamiques, judaïsme, christianisme, islam ou oriental, bouddhisme, zen, taoïsme, un principe revient constamment, sous des formes différentes. L'appel à l'amour, au pardon et à la pureté du cœur. Dans chaque tradition, on exhorte les fidèles à se détacher des rancunes, de la colère et des émotions qui enchaînent l'âme. Dans notre interprétation courante, on relie souvent ces enseignements à une figure particulière, Dieu, un prophète, un gourou ou un maître spirituel. Mais si l'on prend du recul, on découvre que le message est universel. Il s'agit de libérer l'émotion elle-même, pardonner, aimer, purifier son cœur. Ce n'est pas seulement obéir à un commandement religieux, c'est couper les fils invisibles des émotions toxiques, ces fils qui nous entraînent vers la souffrance, la tension, la violence et des situations de vie douloureuses. Ces fils invisibles sont bien réels et ils façonnent nos relations, nos choix et nos expériences. La colère, la jalousie, la rancune ou la peur prolongée agissent comme des leviers qui orientent notre trajectoire vers des enfers concrets, des situations de stress, de conflit, de frustration ou de perte. Et ces enfers ne sont pas des lieux imaginaires au sens littéral, mais des réalités vécues, tangibles et souvent répétitives dans nos vies. Les descriptions d'enfer que l'on retrouve dans toutes les religions reflètent cette même vérité. La souffrance n'est pas infligée par un juge divin, elle naît de nos propres actions que nous laissons nous contrôler. Le mal existe et existera toujours, non pas comme une entité abstraite ou mythique, mais comme l'émanation de ces fils invisibles, ces mémoires émotionnelles qui persistent et piègent les individus et les peuples. À l'échelle personnelle, familiale ou professionnelle, les émotions de haine, de colère et de frustration dirigent nos actions vers des situations conflictuelles. À l'échelle collective, ces mêmes dynamiques se perpétuent dans les guerres et les conflits interminables, génération après génération. Les karmas de peuples entiers sont souvent sculptés par les ressentiments anciens, transmis comme un héritage invisible mais puissant. La cause profonde de cette répétition est toujours la même, des émotions intenses et non digérées, maintenues dans la mémoire familiale ou collective. Ces émotions attirent des situations similaires, répétant les conflits et la souffrance, jusqu'à ce que le cycle soit interrompu par le pardon, le lâcher-prise et l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Il ne s'agit pas de naïveté ou de passivité. Au contraire, il faut une intelligence subtile et lucide pour comprendre ce niveau invisible de réalité. Comme l'a si bien écrit Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voir avec le cœur, c'est percevoir ces fils invisibles et agir avec discernement, plutôt qu'avec des réactions émotionnelles aveugles. L'ingénierie intérieure, la télécommande de nos vies. Ce que toutes les religions et spiritualités enseignent, sous des formes différentes, c'est que tout commence à l'intérieur. La télécommande du tableau de bord de notre vie se trouve en nous. Elle détermine notre trajectoire, nos relations, notre expérience du monde. L'ingénierie intérieure consiste à observer, reconnaître et transformer ses émotions, afin que la vie extérieure reflète cette transformation. Combattre le mal ou la souffrance avec colère et vengeance ne fait qu'alimenter le vortex des fils invisibles. Apaiser les tensions, travailler sur des solutions positives et modifier ce qui est à l'intérieur, voilà le vrai chemin pour changer ce qui est à l'extérieur. L'amour, le pardon et le lâcher-prise ne sont pas des idéaux abstraits.
mais des outils pratiques pour réorienter nos trajectoires émotionnelles, couper les fils invisibles de la haine et générer une réalité plus harmonieuse, à la fois pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Ainsi, le message universel des religions n'est pas seulement moral, il est stratégique et énergétique. Il nous enseigne à maîtriser nos émotions, à transformer les mémoires toxiques en énergie constructive et à naviguer dans la vie avec lucidité. Parlons de l'amour véritable maintenant. Beaucoup de personnes confondent l'amour avec les montagnes russes émotionnelles. Cette idée romantique et dramatique, popularisée par les romans, les films et les chansons, fait croire que l'amour, le véritable, c'est une passion intense, des élans de jalousie, l'obsession de l'autre. Amour ou dépendance affective? L'amoureux type est celui qui pense à l'autre toute la journée, qui ne peut pas vivre sans lui, ne peut pas s'éloigner de lui. Il l'appelle plusieurs fois par jour, surveille chaque message et sombre dans le vide si l'autre s'éloigne. C'est un chagrin d'amour qui se met en place alors, une dépression latente mais valorisée par l'inconscient collectif, des chansons d'amour qui évoquent la tristesse et le manque. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir, et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Vous connaissez certainement la chanson. Je vous invite à lire les paroles de cette chanson, et tant autres que vous pourrez trouver facilement sur Internet, avec un brin de lucidité. Un brin de lucidité, à la lumière de tout ce que j'ai développé dans ce livre, à propos de l'émotion pilote qui représente la mémoire du passé et la trame de l'avenir. Et vous allez changer radicalement d'angle de vue. Vous allez comprendre les dessous des expériences amoureuses que vous avez eues, ou celles de vos proches d'une manière totalement différente. Vous allez voir ces expériences avec un regard neuf, lucide, glacial parfois, car maintenant vous voyez la toile et les fils. Représente le véritable soubassement psychologique de chaque relation amoureuse. Boris Cyrulnik résume cela très bien quand il parle de mode émotionnel, comme le mode silencieux ou vibreur du téléphone. Chacun de nous va à la rencontre de l'autre avec le mode émotionnel qu'il a appris depuis tout petit, dès le ventre de la mère, voire même avant, puisqu'on hérite des modes émotionnels de nos parents aussi, et ainsi de suite. Mais ces comportements ne sont pas l'amour véritable. Ils ne sont qu'une toile d'araignée émotionnelle, un piège invisible dans lequel la personne tombe, emportée par les montées émotionnelles incomprises et souvent incontrôlables. La passion aveuglante, la dépendance affective et la jalousie ne sont que des illusions de contrôle. Elles captent notre énergie et nous enferment dans des cycles de souffrance. Explorons un autre angle de vue à présent. Amour ou programmation biologique? Les neurosciences modernes expliquent par ailleurs que le cerveau humain est programmé dès la puberté pour ressentir une forte attraction envers les personnes qui offrent les meilleures chances de procréation et de survie de l'espèce. Ce que l'on appelle le coup de foudre n'a rien de magique ou romantique. C'est la nature qui guide l'individu vers un partenaire optimal. Les hormones de l'attachement et de l'amour romantique, comme la dopamine, l'ocytocine ou la sérotonine, favorisent des liens intenses mais diminuent généralement après 3 ans, c'est-à-dire lorsque l'enfant peut devenir autonome. La nature assure ainsi la survie de l'espèce. Le couple reste ensemble le temps nécessaire pour protéger et élever l'enfant. C'est glaçant, oui. Ça enlève beaucoup de magie au coup de foudre qu'on attend parfois toute sa vie. Mais c'est la réalité. Le coup de foudre est un coup de la nature. Ainsi, le sentiment d'extase que l'on éprouve avec un partenaire est un programme biologique conçu pour la survie, et non l'amour véritable. Quel est l'amour véritable, alors? Pour moi, c'est l'amour conscient, volontaire, inconditionnel, presque en dehors de la programmation de la nature. Si vous aimez tellement votre enfant, c'est parce que la nature vous a programmé, en tant que maman, pour cela. Un bombardement hormonal, dès la fécondation, modifie même le cerveau de la future mère. Oui, elle devient plus vigilante, plus anxieuse, car elle doit y maximiser les chances de survie de cet enfant. C'est scientifique tout cela, et vous pouvez vérifier par vous-même, tous les papiers scientifiques sont sur Internet aujourd'hui. L'amour véritable, c'est quand vous aimez votre enfant, même quand il ne correspond pas à vos attentes ou aux codes culturels et sociaux. C'est quand vous lui donnez la possibilité de faire ce qu'il veut dans la vie, pas ce que vous voulez vous. C'est quand vous ressentez de la joie en le regardant, même s'il ressemble tellement à son père que vous n'aimez plus. En bref, c'est quand vous dépassez vos hormones, votre programmation biologique. L'amour authentique dépasse les hormones et les dépendances émotionnelles. Il repose sur la capacité d'accepter l'autre dans sa totalité, de le soutenir dans son chemin de vie, de reconnaître sa force, sa fragilité et sa singularité, sans chercher à le posséder ni à le modifier. Mais aller vers l'amour véritable demande également de se détacher de soi-même et de ses propres émotions dominantes accablantes. Il s'agit d'observer la toile d'araignée émotionnelle, d'identifier les fils invisibles qui nous dirigent,
Plus nous sommes capables de cette inclusion et de cette acceptation, plus nous nous ouvrons à un mouvement d'expansion. L'amour est un mouvement d'inclusion et expansion continue. Ce mouvement n'est pas un état statique, il reflète le rythme même de la vie. Comme le cœur qui bat à chaque instant, comme le nez qui inspire et expire l'air sans même qu'on en soit conscient. Nos émotions oscillent entre intégration intérieure et expression extérieure. Nous recevons, nous accueillons et nous transformons ce que nous vivons, pour ensuite le partager, l'expulser ou l'intégrer dans notre expérience. Ce va-et-vient constant rappelle la dynamique universelle, l'expansion et la rétraction, l'intégration et le rayonnement, la force qui nous pousse vers l'extérieur tout en nourrissant l'intérieur. Cette dynamique se manifeste même dans l'acte sexuel, qui n'est pas seulement physique, mais symbolique de la vie elle-même. Un échange entre intérieur et extérieur, un flux d'énergie qui nourrit, réveille et ravive la flamme intérieure. Chaque émotion, chaque relation, chaque expérience peut être comprise comme un mouvement de cette même force vitale, entrer en résonance, accueillir, transformer et relâcher, dans un cycle sans fin qui fait vibrer notre existence. Ainsi, l'amour véritable n'est pas un état émotionnel passager ou une dépendance hormonale. Il est une force d'inclusion et d'acceptation, un outil pour couper les fils invisibles de la colère, de la peur ou de la frustration, et pour naviguer consciemment sur le tableau de bord de notre vie. Il nous rappelle que tout commence à l'intérieur, et que ce que nous cultivons en nous, paix, compréhension, acceptation et ouverture, se reflète dans le monde extérieur. Aimer véritablement, c'est accepter, intégrer, transformer et rayonner. C'est seulement en maîtrisant ces fils, en observant nos émotions avec lucidité, en lâchant prise et en ouvrant notre cœur, que nous pouvons goûter la véritable expansion de l'être, une vie où l'amour, la paix et la conscience s'étendent comme les vagues de l'univers, en rythme avec le battement de notre cœur et celui du monde. Épilogue. La vibration de la beauté. Je passe la plupart de mes après-midi sur ma terrasse, entourée du soleil, des arbres, du ciel, des nuages et de la brise du vent. Au loin, la mer Méditerranée. Et si je dis que je suis avec tous ces éléments, c'est parce que je ressens une présence réelle, une force invisible, indescriptible par les mots, mais bien tangible pour moi. Les éléments de la nature sont des forces de vie primaires, qui façonnent chaque personne de manière différente, selon le concept de dosha, que j'ai évoqué plus haut, dans l'Ayurveda. Bref, ma fille me dit souvent « Maman, tu devrais voyager un peu, tu travailles tout le temps et tu ne t'amuses pas. » Oh que si, je m'amuse. Quand je passe du temps sur ma terrasse, les yeux plongés dans les arbres, le ciel, les nuages, ou dans les détails d'architecture des villas blanchies par le soleil méditerranéen, je ressens ce que j'appellerais la vibration de la beauté. Il fut un temps où je voyageais beaucoup. J'ai visité plusieurs villes d'Europe, mais j'étais alors dans un autre état d'esprit, souvent épuisé, obsédé par le travail et la réussite. Je travaillais pour gagner de l'argent, acheter des vêtements de marque, accumuler des choses soi-disant précieuses et voyager encore. Pourtant, malgré tout cela, je ne parvenais pas à percevoir cette vibration de la beauté que je ressens aujourd'hui dans les moindres détails du quotidien, sur ma terrasse, sur le chemin du travail ou dans le regard de mes étudiants. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Capter la grâce ou la beauté du monde, c'est une question de fréquence, de vibration. Nos ondes cérébrales, alpha, bêta, θ, gamma, traduisent nos états intérieurs. Lorsque notre cerveau ralentit, qu'il passe de l'agitation bêta à la fluidité alpha ou θ, tout notre système nerveux se réharmonise. C'est dans ces états que la perception s'ouvre, que l'on capte la beauté, la vie, l'énergie subtile du monde. C'est un peu comme si contempler la beauté optimisait le fonctionnement du cerveau, et par extension, de tout le corps, pour le syntoniser à une fréquence d'équilibre, de clarté, d'unité, de plénitude, d'orgasme continu, de joie. Cette idée me rappelait un épisode de la série Black Mirror, intitulé Common People, une fiction, certes, mais qui explore avec justesse notre capacité, ou notre incapacité, à ressentir la vibration du vivant, ce que certains appelleraient la vibration de la beauté, d'autres la vibration de Dieu. Peut-être est-ce ce même fleuve de joie et d'énergie vitale dont parlait le poète Rumi, et que les traditions orientales nomment Chi, Prana, ou encore souffle divin. Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'aller au bout du monde pour rencontrer la joie et la beauté. Elle est là, partout. Dans l'air, la lumière, la respiration,
à condition d'ajuster notre fréquence intérieure pour la reconnaître, la capter. Si vous avez aimé ce livre, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Vous faites ainsi preuve d'amour, vous pratiquez l'amour, le mouvement d'inclusion et d'expansion.